Un grand plaisir pour nous de vous retrouver sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeune. Pendant que le continent reste encore sous le choc de l'affaire Balthazar, il y a encore quelques jours, cette semaine enregistre également sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur l'internet, un feuilleton de nuit et de CST. Nous en parlons donc sur ce plateau avec nos invités du jour, Kevin Mauseda. Il est donc psychologue de travail, également conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Un grand plaisir pour nous de te retrouver sur ce plateau. Monsieur Kevin, ça va? Ça va, merci Coco pour l'invitation. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir sur ce plateau, histoire d'échanger un peu sur les sujets de l'heure, surtout qui touchent la jeunesse africaine. Surtout que ces sujets touchent la jeunesse africaine. Et quand on parle de la jeunesse, il faut compter également sur cet homme, Piu Tchedre. Il est psychologue du travail, président du Haut Conseil de coordination des associations et mouvements estudiantins. Président, un plaisir pour nous de te retrouver également sur le plateau pour discuter de ce merveilleux thème qui intéresse donc les jeunes. Un plaisir de se revoir et surtout échanger sur cette thématique qui fait débat. Je pense qu'en Afrique, on n'a pas vraiment besoin de ça pour le moment. Il est temps de recadrer notre jeunesse. Un plaisir et j'espère qu'on pourra échanger merveilleusement et ramener nos jeunes sur la bonne voie. Alors le mot d'ordre est déjà lancé. Il est temps de recadrer notre jeunesse sur le continent et le continent n'a pas besoin de tout ça pour le moment. Ce sont donc ces mots. Et pour s'assurer de la réussite de cette émission, il faut compter également sur Didiom Tometi et les sociologues de formation. Un grand plaisir pour nous, Didiom, de te retrouver également sur le plateau. Ça va? Ça va Coco, le plaisir est partagé. Ça promet, l'émission, ça promet vraiment. Ça promet. Parce qu'avec l'allure que Pio a appris déjà, je me demande vraiment si les jeunes vont s'en sortir. Quoi de plus beau que de donner sa petite contribution pour le changement des comportements de nos jeunes que nous sommes aussi. Super. Alors Kevin, partager ses photos, son intimité avec une personne qu'on semble aimer, avec qui on est en train de faire un parcours aujourd'hui, une personne pour qui même on peut se permettre de dire qu'on pourra donner sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un crime, c'est une erreur à ne plus commettre à l'ère du digital? Alors, est-ce que c'est un crime? Alors, je ne dirais pas que partager ses photos ou des vidéos, c'est nudes avec personnel, des nudes avec sa bien-aimée ou son bien-aimé, son partenaire, son chéri, son amoureux. Je ne dirais pas que c'est un crime, mais plutôt sont des actes à proscrire, à ne pas faire. Ouais, parce que quand on décide de partager ces photos avec la personne avec qui on partage notre intimité, après tout, il n'y a rien de nouveau, parce que la personne vous voit nu. Vous voyez? Et donc, si vous décidez de partager votre nudité à cette personne, il n'y a rien de nouveau. Mais si on estime que... on va quand même essayer de faire ce débat. Si on estime qu'il n'y a rien de nouveau, comment explique-t-on que plusieurs le font? Et ça ne finit pas. Chaque jour, ça vient, ça tombe et ça tombe. Et cette semaine, on en parle encore. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux et il se fait que des personnes mal intentionnées peuvent se donner le vilain plaisir de partager ces genres de contenu. C'est là qu'il y a le danger. Sinon, après tout, chaque jour, tu vois la nudité de ton partenaire. Et donc, comme nous sommes dans un contexte de réseaux sociaux et qu'il y a possibilité que ces contenus se propagent, et ça fonctionne comme une spirale, il suffit que ça tombe dans les mains de quelqu'un, c'est fini. C'est fini, c'est parti. Tu ne peux plus l'arrêter. Et donc, c'est à ce niveau que vient le danger. Et du coup, moi, je dirais tout simplement, il ne faut jamais filmer. Il ne faut pas filmer. Il ne faut pas se donner ce plaisir de se filmer, de balancer des nudes. Même quel que soit le degré de confiance que vous avez accordé à la personne, il ne faut jamais le faire. Il faut jamais le faire. Et puis on en parle aujourd'hui parce que c'est le sujet brûlant, c'est l'actualité de la semaine. Malheureusement, il y a qu'une semaine, on était en train de crier partout, ça crie Balthazar avec cette affaire où on voit nos sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans qui se font filmer en plein débat sexuel. Et finalement, ce que je voudrais vraiment comprendre, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses selon vous quand vous prenez le recul d'analyser ces faits?
Quand on prend vraiment le recul, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent expliquer cela. Mais n'étant pas spécialiste, on peut quand même se dire qu'il y a un premier facteur qui, vous savez, quand on parle de sexe, il y a toujours quelque chose qu'on veut franchir. Et même des gens qui sont peut-être même dans un même environnement géographique s'envoient des nudes, des photos. Jusqu'alors, ça ne pose pas un souci. Mais le problème survient quand peut-être les alliances prennent fin. Justement. Et c'est là que le problème devient grave. Quelqu'un peut-être que tu as aimé dans le passé, s'il n'est pas à la hauteur pour comprendre que la fin d'une relation n'est pas forcément la guerre, il peut l'utiliser à des fins qui puissent tenir. Sinon, les gens le font. Et c'est vrai qu'il y a des cas isolés. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que la personne peut-être se sentirait blessée par les coups qu'elle aurait reçus de vous et par conséquent on vous donne d'autres coups qui sont des coups indélébiles? Voilà ce que dit erreur aussi. Tu peux l'envoyer. Nous avons eu un cas récemment où c'était une erreur où la personne a envoyé dans un groupe. Et voilà comment c'est parti. Donc, même ça peut être un truc que je n'ai pas voulu envoyer, mais ça peut arriver. Vous savez que le téléphone n'est toujours pas quelque chose de sûr. Même en voulant envoyer un document sur WhatsApp, je peux me tromper, envoyer un destinataire et paf, le truc commence à tourner. Super. Alors Didion, je m'adresse particulièrement à toi sur ce plateau parce que nous avons le privilège de t'avoir en tant que représentant de toutes les femmes du monde sur ce plateau. Pour vous les femmes, on s'en rend compte que les femmes aiment bien se retrouver devant leur miroir, se faire des photos, se regarder, se voir dans tous les sens et tout, et enregistrer ces photos pour le plaisir de se voir. Est-ce que aujourd'hui c'est quand même des actes dangereux à prohiber? Pour ce qui est de se mirer, la femme aime toujours être admirée. Toute femme aime être admirée. Mais pour ce qui est de se filmer, surtout filmer ses nudes, je pense que, comme l'avaient dit Kevin et M. Chidri, c'est un acte à proscrire. Bon, ce que je voudrais plutôt dire, c'est quand, par exemple, je me retrouve devant mon miroir et puis je prends des photos que je voudrais garder pour moi parce que j'ai trouvé une partie de mon corps que j'aime bien. Et donc, je prends des photos parce que c'est en fait ça aujourd'hui. Est-ce que ça également, ça porte des risques? Bon, des risques, si c'est pas des nudes, bon, on ne voit pas le risque parce que quand c'est une image, une bonne image, tout le monde peut admirer et t'apprécier. Et peut-être les commentaires que tu voudrais, parce qu'en publiant, c'était bien réfléchi, tu voudrais peut-être des appréciations derrière. Donc tu auras ces appréciations-là, tu te verras encore plus jolie, peut-être et tu te sentirais encore en confiance. C'est peut-être ça, peut-être ça. Mais je dirais peut-être aux femmes, bon, moi je n'aime pas trop me filmer en tout cas. Vous personnellement? Personnellement. Je n'aime pas trop me filmer, mais je le vois très souvent sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ces femmes, à mon humble avis, je pense qu'il y a un manque, je ne sais pas, ces femmes ne se sentent pas beaucoup appréciées par leur environnement ou bien par leurs hommes, je ne sais pas. C'est peut-être l'occasion de lancer un pic aux hommes, de beaucoup apprécier vos femmes, si elles sont belles, elles ont de nouvelles coiffures, vos copines, prenez un petit temps pour le remarquer surtout et le dire. Vous êtes ça réchauffe la relation, justement, et ça évite beaucoup de problèmes. Ça évite beaucoup de problèmes. Ça donne du piment. Ça donne du piment. Ça donne non seulement du piment, mais ça va réduire peut-être, je ne sais pas, cette envie-là de vouloir se faire apprécier par les autres au détriment de la personne qui est à côté. Super. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Rapidement. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a beaucoup de personnes qui recherchent la validation. Et ça peut justement expliquer le fait que les jeunes peuvent se permettre de se filmer, surtout encore filmer ses nudes. Et quand vous analysez bien... La validation de qui? La validation de sa personne. Waouh! Vous savez, beaucoup de personnes ont été blessées. Et ce sont des actes qui leur permettent d'obtenir une validation de leur personne. Donc, quand je me filme et j'envoie à un homme, je suis femme, je me filme, j'envoie mes nudes à un homme, naturellement, qu'est-ce que l'homme va faire? La personne va dire waouh, la personne va beaucoup aimer, apprécier et tout. Et là, justement, ça crée de la joie, ça donne de l'estime. Vous voyez, et donc,
dans ce contexte de recherche de la validation, on voit beaucoup de personnes qui vont essayer de se filmer et c'est beaucoup plus accentué avec les réseaux sociaux. Vous voyez des gens qui postent leurs photos, leurs vidéos et à quelque part vous vous demandez est-ce que c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. On se remet en cause, on se compare, on rentre dans la comparaison sociale. Je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Il y a des gens qui sont beaux ou belles plus que moi et donc on recherche à valider aussi notre personnalité et parfois ça amène les gens dans ces comportements inadaptés parce que ce n'est pas la bonne manière de rechercher sa validation. Alors, Monsieur Tidré, sur ce plateau, j'aimerais vraiment savoir, dans l'affaire de Balthazar, pour 6 femmes, malheureusement, qu'on retrouve en train de nous produire du spectacle, mais pas le meilleur spectacle possible pour ce siècle. Et est-ce qu'il y a encore une porte de sortie honorable possible pour ces femmes? Très difficile à dire, autant plus qu'il faudrait séparer 2 aspects, la vie professionnelle et la vie familiale. D'autant plus que ces femmes, forcément, au vu des éléments qu'on avait, beaucoup sont celles qui travaillaient. D'abord, ça peut être préjudiciable pour leur carrière, ça c'est peut-être le moindre mal, mais côté familial c'est difficile, d'autant plus que il y a certaines choses que les hommes ne pourront pas tolérer. Les enfants, comment ça va se passer, c'est très compliqué. La rupture n'est pas si loin que ça. Il faut vraiment avoir un mental en acier pour pouvoir oublier ce genre d'événement, ce qui n'est pas évident. Je crois récemment même un des protagonistes a divorcé avec sa femme. Ça c'est l'une des choses qui peut arriver. La conséquence. Voilà, ça va arriver. Donc l'impact est plus négatif même sur les femmes que les hommes. Est-ce que je prends un exemple précis? Aujourd'hui, si peut-être M. Balthazar voudrait se remarier, c'est pas si difficile que ça pour lui. Mais pour les femmes, ça pose un souci. Vous savez que dans notre société, on ne donne pas les mêmes critères de validation que ça aux hommes ou aux femmes. Donc, il serait un peu difficile à ces femmes de se retrouver. Mais bon, vous savez, on dit l'amour surmonte tout. Et ça dépendra de la solitude de leur couple. Mais néanmoins, c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'aurais aimé en réalité que tu nous donnes de l'espoir et donner de l'espoir pour ces femmes sur ce plateau. Mais là, on va comprendre que en tant qu'un homme qui parle, déjà c'est très compliqué et tu préfères dire la vérité. Mais quand je l'ai dit, c'est compliqué, mais c'est pas toujours impossible. On comprend pas les contours de l'amour, ça dépendra de chacun. Mais objectivement, ça serait difficile de reconstruire. Mais même si ils arrivent à surmonter cela, il va falloir faire preuve de beaucoup de maturité. La femme doit comprendre que certains événements peuvent arriver qui puissent expliquer le comportement de l'homme si bien sûr ils sont toujours ensemble et elle doit avoir de la hauteur pour assumer tout ce qui pourrait arriver et certainement ils auront besoin de l'accompagnement des psychologues dans cela parce que c'est le problème. Vous savez que le buzz sur les réseaux sociaux, ça passe vite. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça passe. Mais le reste, qu'est-ce que ces personnes deviendront tous les jours? Elles vont se retrouver seules dans leur coin, se remémorer. Je sais pas, on disait qu'il y a une qui s'est suicidée. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Oui, en fait. Ça, c'est peut-être une qui n'a pas supporté le choc. Et ça, ils ont besoin d'un accompagnement. Au-delà de tout, chacun commet des erreurs. Même si peut-être la relation ne tient plus, ces personnes ont besoin quand même de se retrouver avec le temps. Ces personnes ont besoin de se retrouver avec le temps. Madame Diedjom, est-ce que quand je parlais en réalité d'une porte de sortie possible, c'est éviter peut-être que les drames puissent encore ressortir de cette situation déjà dramatique que nous sommes en train de vivre. Comment gérer ces femmes aujourd'hui pour leur permettre, au-delà de ces erreurs que tout le monde entier est en train de décrier, de ne pas quand même se donner la mort, mais de continuer peut-être à parviller, espérer qu'on peut toujours se relever après une déchéance catastrophique comme ce que nous venons de vivre. D'accord. Une porte de sortie honorable, comme M. Tidré, je ne le pense pas, vu la conception traditionnelle de l'infidélité de la femme dans nos sociétés, surtout qu'il est question de cesta.
et avec consentement, filmé avec consentement. Ce que je pourrais dire à ces femmes, c'est juste de donner de laisser le temps faire le travail. Ok. De laisser le temps faire le travail. Et c'est ce temps-là aussi qui leur permettra de se faire oublier par la société. Et comme l'avait dit M. Chidri, c'est de se faire accompagner pour faire un travail personnel sur soi pour ne pas chavirer. Et aussi, j'encouragerai l'environnement proche comme lointain de ces femmes-là, de ne pas trop rentrer dans les jugements, mais plutôt d'être un soutien moral pour ces femmes-là. Déjà, dans leur peau, elles se victimisent. C'est ce qui va encore créer d'autres problèmes comme le suicide, comme on entend déjà avec un des cas. Même pour pouvoir, le vin déjà tiré, comme on le dit, le vin déjà tiré, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... parce que ces femmes sont des mères de famille, il y a des enfants. Pour l'avenir de ces enfants, il faudrait que la femme soit là, parce que une femme meurtrie, blessée, isolée, ça a toujours des répercussions sur l'éducation aussi des enfants. Des enfants aussi. Avant de peut-être parler de... Je parlais tantôt également de ces hommes politiques, des autorités, des chefs d'entreprise, des politiciens, des magistrats de leur pays. Par exemple, on parle du procureur général, on parle du ministre en charge des mines et tout. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'un homme, en tant qu'une autorité, ils ont assez un mental coriace pour pouvoir sortir de cette situation tranquille, ou aura forcément des effets néfastes sur eux, et quels sont ces effets? Évidemment, il y aura assez de conséquences. D'abord pour le concerné. Je parle de M. Balthazar, c'est un homme politique. Je pense qu'il a été démis de ses fonctions. C'est l'une des conséquences directes. Parce que quand on est une personnalité publique, on est censé être irréprochable. On est censé marcher et éviter les jeux. C'est très compliqué. N'aurait été une personne lambda, ça se serait passé sans problème. Mais il est connu. Il occupe un poste très important. Et son image est évidemment entaché. Ça, c'est la première conséquence. Sur le plan carrière, ça serait compliqué de se relever. Et maintenant, pour les maris de ces femmes, c'était aussi des personnalités importantes. Alors, ça veut dire... Et ils le sont toujours. Ils le sont toujours. Maintenant, toujours. Que faut-il faire? Parce que, au fond, certainement qu'ils sont blessés. Naturellement. D'autant plus que, peut-être que c'est des gens super occupés, qui bossent pour mettre à l'aise peut-être ces femmes. Est-ce qu'ils mettent vraiment à l'aise ces femmes? Je ne veux pas vraiment rentrer dans ces détails. Diedon aura le temps de répondre à cette question. Mais si ces femmes sont autant à l'aise, comment expliquer qu'on s'en rend compte qu'elles sont vraiment épanouies avec Balthazar? Comment on l'explique? Le débat est très compliqué. Vous savez, les hommes politiques, au-delà de tout ce qu'on peut prétendre qu'ils ont comme avantage, c'est pas des gens libres. C'est des gens qui bossent à des heures sans limite. Pas possible. Et si ces personnes bossent ainsi, vous devez comprendre que forcément il faut faire des sacrifices sur certains aspects. Et il faut qu'ils ont des femmes qui puissent comprendre que ce monsieur ne peut pas m'accorder tout son temps comme si c'était un chômeur qui était à la maison 24 heures sur 24. Ça fait sourire. Ça fait sourire, mais c'est la réalité. Ça fait sourire. Quand vous avez une femme qui est assez épanouie financièrement, qui ne se plaint pas, et qui ne commence pas à trouver que vous n'êtes pas là, elle ne se rend pas compte que ce sont les sacrifices que vous avez consentis qui lui permettent d'être dans cet environnement. Et qu'on ne peut pas tout avoir forcément dans la vie. Et quand vous observez, dans les petits pièges qu'elle tombe, c'est des gens, excusez-moi le terme, moindres. Les gens avec qui elles vont partager ces intimités, c'est des gens qui, quand on essaie de faire une comparaison avec leur mari, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc je me dis, c'est là qu'il va falloir peut-être revoir l'équilibre. Qu'est-ce qui est vraiment d'être un homme, d'être accompli, qui a le temps pour sa famille, c'est un peu compliqué. Mais l'idéal, c'est que la femme doit comprendre que un homme occupé ne pourra pas forcément nous accorder un temps aussi grand. Le plus important, c'est de reconnaître le temps, la qualité du temps passé, mais pas
la quantité. Et c'est de ce côté que les femmes pêchent souvent. Mais elle est sur ce plateau. J'ai bien envie de l'écouter parce que si on n'arrive pas à trouver l'équilibre, peut-être sur ce plateau, le problème continue et le problème va persister. Voilà, il vient de parler comme un homme. Oui. Et déjà, il est dans la posture de ces hommes politiques dont il a conscience du poids, de la pesanteur du travail qui les attend quotidiennement et tout ce qui découle de ces stress quotidiens. Mais en même temps, ces femmes à la maison ont besoin aussi de se sentir femmes et d'avoir leur mari. Comment arriver à trouver le juste milieu entre ces deux? Est-ce qu'il est aux femmes de faire le sacrifice et de comprendre que au-delà de tout, c'est mon homme et je me dois de le respecter? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Moi, je vois le problème ailleurs. Je me dis en fait que de cet exemple précis de Balthazar, la problématique qui se pose, c'est la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale de nos hommes politiques. Il est vrai qu'ils ont des agendas vraiment chargés. Mais je me dis en fait, une femme en allant épouser un homme politique est consciente que son homme ne serait pas là, ne serait pas permanemment là. Mais le peu de temps passé entre eux, je me dis que ce soit des temps de qualité. Mais si ces temps-là ne sont pas des temps de qualité et qu'il faille peut-être parler que des enfants et laisser même la communication même du couple, savoir comment l'autre se sent, savoir ses besoins, même si on ne va pas les combler dans l'immédiat, savoir comment en faire une priorité. Je pense que la femme n'aime pas que l'argent. Vous venez de le dire, la plupart du temps, ces hommes politiques, ces femmes, c'est peut-être le gardien ou peut-être une personne vraiment qu'on ne peut pas comparer à son mari. C'est avec ces hommes-là. C'est à ces hommes-là plutôt que ces femmes s'adonnent. Pourquoi la femme a besoin de l'affection? La femme a besoin de la tendresse. Oui, elle accepte le sacrifice, elle s'est mariée, mais avec le temps, ces hommes sont tellement, je ne sais pas, occupés avec le pouvoir à vouloir honorer et rechercher encore plus, puisque l'homme est un éternel insatiable. Et là, je crois qu'ils font des femmes frustrées qui ne sont pas comblées, et c'est ce qui fait qu'elles vont peut-être aller se combler ailleurs. C'est des temps de qualité passés ensemble qui doivent être un peu équilibrés. Pas en quantité, mais en qualité. Je voudrais aussi ajouter que le problème survient du fait aussi que souvent ces femmes ne sont pas occupées. Ça pose un problème. Quand vous êtes en couple avec une personne et un n'est pas occupé, ça pose un souci. L'autre ne comprendra pas forcément certaines de vos occupations. Et je pense qu'il faudrait revoir le type de partenaire qu'on veut. Si je suis une personne occupée, il faudrait aussi que j'ai une partenaire qui soit plus ou moins occupé. Ça lui permet de comprendre certaines choses sans faire des problèmes. Vous allez voir que quand vous avez deux personnes qui ont plus ou moins les mêmes activités, ou en tout cas en termes d'horaire, ils ont des activités qui se ressemblent, ils n'ont pas trop le temps pour les chamailles. Quand ils se voient, ils savent qu'il faut profiter du temps en qualité. Mais quand par exemple il y a l'homme ou la femme qui passe peut-être toute sa journée à la maison, toujours connecté, mais la personne te verra bizarre quand vous revenez des fois du boulot à 22h, à 23h. Il dira que vous n'avez pas le temps. Mais si vous devez vous rentrer peut-être à 18 ou 19h, vous devez faire la cuisine. Vous devez voir si les enfants... Monsieur Thierry, dans ce cas spécifique, les femmes travaillent, les hommes travaillent. Voilà. Donc, je me dis que le travail va forcément éloigner de nous les vices. Super. Ça va contribuer. Alors, Kevin, quel impact aussi sur ces enfants? Parce que quoi qu'on dise, on s'en rend compte que c'est beaucoup plus eux aujourd'hui qui paient le gros du prix. Les pots cassés, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment arriver à pouvoir protéger surtout ces enfants dans une telle situation et devant ces faits? Alors, il faut dire que déjà quand moi j'ai appris l'histoire, j'avais fait un post sur ma page, j'ai dit rapidement il faut que l'entourage de Balthazar reçoive un accompagnement psychologique tout de suite.
Bon, je ne sais pas si ça s'est fait, Guinée équatoriale ou pas, je sais pas. Mais, vu l'impact ou l'ampleur du scandale, ça ne sera pas chose aisée pour les enfants. Les enfants peut-être qui n'ont pas encore atteint la maturité. Les enfants qui n'ont pas encore franchi tous les stades de développement de personnalité. Ils vont recevoir ce choc, c'est un peu compliqué. Et s'il n'y a pas vraiment de soutien, ce sont des enfants qui vont grandir avec des traumatismes. Parce que, imaginez, vous êtes là et puis vous allez à l'école et vos camarades vont se former des clans et entre eux, ils vont raconter des choses, ce que les parents ont fait. C'est dur, hein? Très dur. Et donc, la première des choses, c'est le soutien. Il faut vraiment soutenir ces enfants. Il ne faut pas les laisser seuls. Parce que c'est le détachement, c'est le fait qu'ils seront isolés qui va encore aggraver la situation. Ils seront là, ils n'ont personne à qui se confier. Les parents qui normalement sont leurs premiers leaders sur la terre se retrouvent dans des situations compliquées. Et naturellement, aujourd'hui, quand on a des familles dans lesquelles les parents ne sont pas vraiment là, les enfants reçoivent un choc. Et ça a de l'impact sur leur personnalité. Ils grandissent avec des décalages un peu partout, des manques affectifs qui vont se répercuter dans leurs relations. Et après tout, ça fonctionne comme une spirale. Des gens qui grandissent, mais tout n'est pas rond. Et donc, dans un premier temps, il faut un soutien social pour ces enfants. Il faut un accompagnement. Il faut être avec eux et leur faire comprendre que ce sont des choses qui peuvent arriver et leur donner le soutien qu'il faut, la chaleur affective. C'est très important. La chaleur affective qu'il faut pour qu'ils ne ressentent pas le vide, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils sont seuls au monde, pour qu'ils ne pensent pas que le ciel est tombé sur notre tête, pour qu'ils ne sombrent pas dans le noir. Donc, c'est vrai, ils vont recevoir forcément un coup. Et la meilleure des choses, c'est de leur apporter du soutien, c'est d'être avec eux, c'est de ne pas les laisser seuls. Parce que parfois, dans ces genres de situations, c'est quand on est seul qu'on pense aux idées noires. C'est quand on est seul qu'on pense qu'on a des croyances négatives, qu'on va commencer par se dévaloriser, on va commencer par se dire, les gens ne m'aiment pas, ok, ce que je pense, c'est vrai. Et tout de suite, moi-même, je me culpabilise, mais quand les gens vont se retirer, ça confirme en fait mes pensées, les pensées noires que j'ai. Donc, il ne faut pas laisser ces enfants sombrer dans les pensées noires. Il faut être avec eux, il faut les soutenir et les aider dans leur développement. Donc, je crois que si l'entourage immédiat ne les laisse pas, ça peut quand même combler un certain nombre de choses pour éviter le pire. Pour éviter le pire, bien entendu, M. Tidré, qu'est-ce qu'il faut faire dans de telles situations vis-à-vis donc de ces enfants, et quels conseils peut-on vraiment, ou qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette situation de façon globale? Je pense qu'il faut protéger les enfants qui n'ont pas souhaité cela, et au-delà de la peine que cela inflige au couple, ils doivent mutualiser certainement leurs forces pour une protection des enfants. Heureusement, peut-être pour certains qui ne sont pas assez matures, ils ne pourront pas comprendre pour l'instant ce qui se trame. Mais certains enfants qui ont quand même cette maturité et qui vont sur les réseaux sociaux se diront, mais ce sont mes parents. Donc c'est un poids lourd. Je me dis, les parents doivent jouer un rôle d'accompagnateur, et il n'est pas ici question de se sentir irréprochable. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on va vouloir ne pas comprendre ce que les enfants vivent. Mais il faut avoir l'humilité de dire aux enfants qu'on a merdé et chercher à les protéger comme il le faut, surtout que beaucoup iront dans les écoles et autres. L'environnement est pesant, est très pesant, et ce n'est pas évident que ces enfants puissent être toujours dans un environnement propice à leur évolution. Et il faudrait vraiment que ça soit
des psychologues ou des proches, surtout des proches qui n'ont probablement pas rien à voir avec ça, mais qui ont une certaine influence sur ces enfants, c'est l'occasion même de vraiment les accompagner et les éviter d'être en contact avec peut-être les réseaux pour voir peut-être encore plus de ces choses. Et je pense que ça pourra vraiment aider. freiner. Voilà, les dégâts psychologiques sur ces enfants. Super. Alors nous parlons, puisque nous allons naturellement vers la fin de cette émission, je parlais aussi tantôt donc des leçons qu'on peut vraiment tirer de ces situations que nous vivons aujourd'hui sur l'internet. Oui, comme leçon, nous devons comprendre que les réseaux sociaux, c'est comme un caillou qu'on lance. Quand on lance, c'est pas nous qui contrôlons sa trajectoire où le caillou va tomber. Alors il va falloir réfléchir plusieurs fois avant de poser certains actes. Les amis d'hier deviennent des ennemis d'aujourd'hui. Des amoureux d'hier deviennent des ennemis d'aujourd'hui. Donc il faut réfléchir plusieurs fois et savoir que ce n'est pas nécessaire ce genre de truc. Si une personne tient à vous, je pense que même si vous n'êtes pas dans un même environnement géographique, vous pouvez vous organiser et vous voir. Parce que ça peut même ne pas être cette personne qui l'a diffusé. Le téléphone, c'est un appareil qui peut être piraté ou tout autre. Et c'est toujours compromettant que ça se retrouve sur la toile, même si on ne cherche pas à savoir qui l'a diffusé. Donc il faudrait que les gens prennent réellement conscience que c'est un truc qui est néfaste et fait preuve de civisme, je le dirais. Et c'est aussi l'occasion d'attirer l'attention de ceux qui peut-être diffusent ce genre de trucs, qu'il y a les législations qui ont été renforcées, même au Togo, qui essaient de sévir sur ce genre de trucs. Il ne serait plus peut-être question de rester quelque part et lancer peut-être une vidéo de quelqu'un. On va te poursuivre. Au-delà, c'est vrai que ces personnes vont souffrir, mais si on va lancer des poursuites judiciaires, on va te sanctionner. Et je me dis, je ne vois pas l'intérêt de publier les nuits d'une personne si ce n'est pas peut-être à des fins de le nuire. Donc il va falloir vraiment que la justice resserre encore les taux, commence à sévir. Je pense que ça va freiner l'élan, moi je les appelle de ces pervers, et protéger un peu plus les victimes au-delà qu'ils ont déjà le poids. Il faudrait quand même qu'elles se sentent rendues justice. Parce que si on voit ces personnes, chaque temps ça passe, mais il n'y a pas de suite. Je n'ai pas senti par exemple dans l'affaire Balthazar qu'on a dit qu'il y a des poursuites qui ont été lancées, par exemple ceux qui ont diffusé. C'est pas normal. Ok. Il faudrait qu'on puisse commencer par sévir. Et ça va vraiment freiner. Ça va freiner et aussi accompagner les gens par des émissions pour qu'ils comprennent réellement que les réseaux sociaux c'est très dangereux. Tout ce qu'on voit en ligne où les gens ne contrôlent rien, mais quand ils prennent du recul, quand ils sont dans des problèmes, ils se rendent compte. Le cas de, par exemple, l'Ivoirien Apouchou, peut-être l'instant d'un buzz où il a montré qu'il a les sous. Aujourd'hui, vous voyez dans quoi il est. Actuellement, c'est tellement qu'il regrette énormément, mais c'est un peu tard. Alors, il va falloir réfléchir plusieurs fois avant de poser des actes qui peuvent nous nuire. D'autant plus que si tu es un fonctionnaire ou peut-être un homme public, on n'a pas droit à certaines erreurs. La société ne nous pardonne pas. Voilà un peu les risques de ce métier. La société ne nous pardonne pas. On doit vraiment faire preuve de diligence et aussi à ces victimes de se dire que c'est pas la fin du monde. Il faut toujours décider d'avancer, même si ça ne va pas, mais de ne pas recommencer les mêmes erreurs, laisser le temps passer, peut-être pour le conjoint de digérer certaines choses et de voir comment pouvoir avancer ensemble ou non. Alors, ce serait aussi l'occasion d'écouter la seule dame que nous avons donc sur ce plateau. Le temps est vraiment après nous, mais en quelques minutes après, quel serait ton mot à l'endroit de toutes ces femmes-là qui nous suivent dans cette émission et qui sont également sur les réseaux sociaux, qui font aujourd'hui des réseaux sociaux leur quotidien, puisque tous les jours on est sur ces réseaux, on fait tout notre vie, on passe aujourd'hui plus de temps, notre vie est beaucoup plus virtuelle que dans le physique aujourd'hui. Quel serait donc ton mot à leur endroit? D'accord, mon mot à l'endroit de ces femmes, c'est de savoir quoi publier sur les réseaux sociaux et de toujours avoir au cœur de leur publication, que ce soit des vidéos, des écrits, de l'éthique. Comme l'avait dit M. Chidré, les amis d'aujourd'hui seront des ennemis de demain.
Mais je voudrais aussi faire une petite parenthèse en disant que ce fait de Balthazar, c'est aussi l'occasion d'anticiper sur les questions d'harcèlement en milieu de travail qui ne disent pas leur nom, qui sont un tueur silencieux. C'est aussi l'occasion pour peut-être faire appel à nos autorités de renforcer les mécanismes de plainte. Parce que beaucoup sont ces femmes qui sont victimes, mais certains ont ce courage d'aller porter plainte, mais elles n'ont pas gain de cause. Et c'est un tueur silencieux qui ne dit pas son nom. Donc, vraiment, c'est une doléance. Renforçons le système de mécanismes de plainte sur les questions d'harcèlement en milieu de travail. Un dernier mot également pour Kevin sur ce plateau, à l'endroit de la jeunesse. Je crois que les uns et les autres ont déjà tout dit, mais la répétition est pédagogique. Des vidéos de nudes sont à prohiber sur les réseaux. Il faut être très prudent sur l'utilisation des RS et savoir quoi publier. C'est pas important. C'est pas important de tout publier, c'est pas important de mettre sa vie sur les réseaux, c'est pas important de mettre du n'importe quoi sur les réseaux. Et à chaque fois qu'on veut publier quelque chose, faisons extrêmement attention. Même pas avant de publier, mais à chaque fois qu'on veut prendre notre téléphone pour filmer quelque chose. Parce que parfois les gens filment, ils disent ils vont pas publier. Et par une fausse manipulation, ça se retrouve sur la toile. Donc faisons extrêmement attention avec nos téléphones et faisons extrêmement attention à ce que nous publions, à ce que nous mettons dans nos téléphones. Et en même temps, aujourd'hui, c'est Balthazar qu'on a vu. Il y a d'autres Balthazar qui sont là en silence. Et je crois que ça doit les alerter pour qu'ils prennent garde sur un certain nombre de choses. Et on dit souvent les erreurs des autres doivent servir de leçon pour se corriger. Et donc pour qu'on n'assiste plus à ces genres de scandales, pour qu'on n'assiste plus à ces genres d'événements qui vont bouleverser la toile. En même temps, parfois on se dit c'est eux les victimes, mais ça a des répercussions sur la société. De façon générale. On ne peut pas imaginer tout ce que cette histoire a pu créer au-delà de Balthazar, sa femme, ses enfants, son entourage, mais sur la population mondiale, ce que ça a entraîné. Donc il est très important de faire attention avec les réseaux sociaux, et je crois que avec une bonne utilisation on pourra quand même éviter un certain nombre de choses. Coco, si tu permets, je voudrais juste inviter les jeunes à lire vraiment la politique de confidentialité sur les réseaux sociaux avant même de faire des publications. Parce qu'il y a des pièges là-dedans. Vous pourriez supprimer votre vidéo à votre niveau, mais c'est très facile pour un professionnel de retrouver ces vidéos-là. Donc, prenons le temps de vraiment lire la politique de confidentialité. La politique de confidentialité sur les réseaux sociaux, c'est très important si vous voulez faire des affaires, vous voulez faire votre vie, partager des choses, le loisir et tout ce qui va avec sur les réseaux sociaux. Il est très important d'en prendre connaissance pour ne pas être victime de notre propre turpitude. Et je pense que c'est sur ces mots que nous mettons donc fin à la première partie de cette émission. Merci donc à Tidré, merci donc à vous pour le grand plaisir que nous avions eu et partager tout ce temps à l'antenne. Et je pense que ça a été quand même utile pour nos téléspectateurs, et certainement qu'on vous retrouvera ensemble dans les semaines à venir pour continuer par inspirer la jeunesse. C'est bien ça? Alors à très bientôt. On revient tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission pour recevoir nos invités du jour. À tout à l'heure. Nous recevons dans la deuxième partie de cette émission pour vous deux jeunes artistes qui sont en train véritablement de marquer l'histoire de la musique togolaise dans notre pays. Il s'agit donc de Boss Salvador, et ce nom, je pense que ça revient dans l'esprit de beaucoup de personnes. Salvador, comment tu vas? Je vais bien, chez vous? Ça va très très bien. Wow. Un grand plaisir de te retrouver sur le plateau. Le plaisir est partagé. Super. Ouais. Alors ce sera également avec Mathilde, l'artiste Mathilde, que nous avons également le
le privilège d'avoir sur ce plateau. Mathilde, ça va? Ouais, ça va bien et vous? Ça va très 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 bien. Un grand plaisir pour nous. Hein. Ouais, le plaisir partagé. Alors cet entretien se fera naturellement avec Jacob. Jacob, hein, un grand plaisir, on est encore là pour aller dans le monde de nos deux artistes et découvrir ces talents cachés. Hein. Et en tout cas, on va le découvrir aujourd'hui. Hein. Naturellement, Boss Salvador. Ouais. D'abord, j'ai bien envie de savoir d'où est venue l'inspiration de ce nom. Ouais. Boss Salvador, c'est venu d'où? Dites-nous. Ok, merci beaucoup pour la question. Au fait, après avoir eu le BPC, j'ai opté sur, comment appelle-t-on, la littérature espagnole. Donc, notre professeur, en enseignant, il nous a parlé de la ville d'Espagne qui s'appelle Salvador, que c'est une ville très riche. Là, c'est ce jour-là, j'ai décidé que bon, lorsque je vais terminer les études, je deviendrai un artiste. Et mon nom serait Salvador. Donc là, Dieu faisant aussi après les études, j'ai créé un studio du nom de Salvador Musique. Donc je dis bien, alors là, je suis le boss de Salvador Musique. Boss Salvador. Voilà. C'est l'histoire de ce nom. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, nous parlons également donc de Mathilde. Mathilde, c'est M-A-T-Y-D. Je suis vraiment curieux de savoir également sur le plateau pour nos téléspectateurs, Jacob, l'histoire derrière ce nom. Parce que les artistes, souvent, ont leur histoire propre à eux. Allons-y. Ouais, ok, d'accord, merci beaucoup. En fait, c'est très simple. Moi, à l'état civil, mon nom c'est Mati, M-A-D-T-Y, comme nom de famille. Et là, le prénom Didier Espoir, c'est un nom composé. Alors, bon, j'ai choisi le nom. Bon, je voulais coûte que coûte que mon nom de famille figure dans mon nom d'artiste. Du coup, voilà, je l'ai composé, Mathilde, et j'ai mis D à la fin, comme Didier Espoir, comme prénom. Donc, ce qui fait Mathilde. Seulement, j'ai enlevé un T pour que le nom ne soit pas trop long. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art, en fait, comme le dirait quelqu'un. Alors, que ce soit Mathilde et Boss Salvador, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à faire de la musique fondamentalement un métier, hein, si on peut le dire ainsi? Je vais peut-être partir avec Boss Salvador et après Mathilde. Ouais, au fait, moi, mon papa est un pasteur. Et donc, on a... Carrément un pasteur? Ouais, c'est un pasteur. Donc, on a passé tout le temps, bon, toujours c'est à l'église. Et je joue aussi la batterie, le piano. Donc, depuis l'enfance, je me suis inspiré de la musique. Donc, je me suis dit que, bon, un jour, si l'occasion permet, bon, pourquoi ne pas devenir musicien? Et vous faites quel genre de musique? Je fais Afrobeat. Je suis trop cool aussi dans le, comment on appelle, dans le zouglou. Parce que j'aime partager les messages avec les gens et puis voilà. Mathilde, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Parce que lui, on s'en rend compte que c'est depuis l'enfance. Hein. C'est-à-dire que le fait que papa soit pasteur l'a véritablement prédisposé à devenir artiste. Parce que on sait comment ça marche. Tantôt batterie, tantôt piano, tantôt chanteur. Et après maintenant, on devient artiste. Hein. Comment ça s'est passé avec toi? Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à devenir un artiste? Quelle est l'histoire derrière? Bon, moi, premièrement, mon papa n'est pas pasteur. Ça c'est un petit pic, alors heureusement ou malheureusement. Non, c'est bien, parce que j'aime ça aussi, l'histoire, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Du coup, bon, déjà faut dire que déjà tout petit, j'aimais bien la musique, j'écoutais aussi de la musique et je faisais aussi la danse. Donc, bon, je peux dire que j'étais dans le truc en fait, depuis tout petit, mais c'est pas là. C'est par après, j'ai découvert mon talent d'artiste, de chanter. J'ai découvert le plaisir de chanter en fait. Donc, parce que en allant à l'église, je voyais les gens chanter, bon, ça me plaisait. Donc, énormément. Je me dis, pourquoi pas. Et là, j'ai commencé déjà avec mes potes. On faisait semblant de chanter, de faire des scènes. Donc, du coup, c'est parti de là. Et ça nous rappelle à nous tous beaucoup de choses, même à Jacob, hein, sauf seulement que lui, il a raté de faire de la musique un métier. Donc, c'est parti de là, en fait. Et bon, c'est pas après que mes potes m'ont dit, bon,
comment tu chantes, ce que tu fais c'est bien, bon, faut que tu essaies de faire un truc sérieux. Et là, je me suis lancé, j'ai commencé par faire des sons. Et super. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Jacob sur ce plateau, alors, Boss Salvador, ce qu'on va faire, nous, ici, c'est des choses assez pratiques. Quelle est la première fois où vous êtes retrouvé devant une foule? Comment ça s'est passé et si vous pouvez partager ça avec nous, ça le fait sourire. Et comment ça s'est vraiment passé? Est-ce que vous avez eu cette histoire de tract et vous avez chanté quelle chanson ce jour? Et cette chanson-là, on va la chanter encore aujourd'hui sur le plateau. Allons-y. Il n'y a pas vraiment, c'est une bonne question. Au fait, c'était où? C'était à Tchévier. Et nous avons, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un papa aussi qui vend des médicaments, les pommades. Donc quand nous allons au marché, il fait des jeux et puis lui-même il chante et puis tout le monde l'appréciait. Donc à travers ça, de ça, nous avons hérité ce qu'on appelle qu'il ne faut pas avoir la peur. La peur, là, vraiment, on n'a pas connu la peur. C'est ça qui a fait que devant une foule donnée, on ne se panique pas. Il y a la rage. Il y a la rage. On est tranquille. Même si on parle et puis on fait des fautes, nous, on s'en fout. C'est ça que mon petit frère, par exemple, Toto. Il a hérité. Que nous saluons au passage sur le plateau, l'humoriste Toto. Oui, c'est ça. Donc, la première fois, c'était au CG pendant une semaine culturelle. Donc l'animateur n'était pas là. Et le jour-là, on m'a invité. Est-ce que tu peux le faire? Que là, ça, ce n'est rien. C'est pour la première fois. Mais je chante aussi. Donc, lorsque je vais appeler les artistes à venir, si j'appelle un artiste et l'artiste n'est pas encore prêt, moi-même je commence par faire des grimaces. Et puis ce sont les chansons de couple humain que je chantais parce qu'à ce moment-là, le gospel n'était pas vraiment un truc là. Donc ce que je peux faire pour que les gens puissent rire, c'est ce que je faisais. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on ne va pas forcément retourner vers les chansons de l'école et tout, mais est-ce que quand tu te rappelles de tout ce temps, aujourd'hui tu es artiste confirmé en train de faire son parcours, quelle est ta chanson préférée que tu voudrais nous faire ce plateau? Et après je vais donner la parole à Mathilde. Merci beaucoup. Voilà. Donc j'ai ma toute première question à Boss Salvador. J'ai remarqué que tu as changé de style et tu es allé vers l'amapiano. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi avoir choisi l'amapiano? Et étant un artiste, tu dois toujours chercher à embrasser ce qui est en train de circuler, ce que les gens consomment. Parce que nous voyons tous que l'instrumental de l'amapiano, même si vous ne comprenez pas le message, vous allez danser. Donc d'abord, ça fait danser l'ambiance, vous voyez. Donc ça fait que moi-même, j'ai essayé un truc aussi, comme je viens de le dire que je suis aussi un ingénieur, j'ai essayé un truc. Et voilà, et j'ai voulu passer un message que l'amapiano ne nécessite pas seulement de passer des mauvais messages. En fait, ce qui est il faut passer un message au quotidien. Voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé. Mais bien avant en 2014-2024, plutôt que tu as embrassé ce style, tu as déjà des sons à ton style alternatif qui n'a pas pris, qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le staff ou bien ce sont la communication? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne peux pas dire que c'est le staff ou bien c'est pas la communication, mais je peux dire que c'est des étapes. Oui, ce sont des expériences, des expériences aussi. Et le moment où tu fais sortir le morceau, il faut des fois c'est le public qui décide. Voilà. Donc le moment où j'ai fait sortir ce morceau, la technique aussi que j'ai appliquée, cette technique aussi ça a marché parce que j'ai fait sortir l'audio premièrement et avant de faire la vidéo, j'ai boosté ça sur les radios, les émissions radio et tout. Donc les gens espéraient même la sortie de la vidéo. Et pour la réalisation aussi, ça a été une publicité vraiment énorme. Et nous avons décidé, là où on a tourné ça au niveau d'Abobo, j'ai même mis plutôt un bus à l'endroit des fans. Et il y a eu une motivation. C'est pourquoi lorsque c'est tombé immédiatement, ça a pris. Super. Voilà. Alors Mathilde, également pour nous ce plateau, il est très important pour nous de savoir ce jour-là où tu t'es retrouvé devant une foule pour pouvoir faire ta toute première sortie. Je ne sais pas si ça a été chaotique ou bien ça a été plutôt bien. Raconte-nous un peu sur ce plateau et quelle est cette chanson-là que tu as aujourd'hui qui t'inspire tant et que tu pourras donc nous fredonner sur le plateau. Je vais aller déjà au début, tout début. Déjà, il faut dire qu'à la base, j'étais un enfant un peu timide.
j'aimais bien danser à l'époque. Et du coup, bon, il y a mes parents aussi qui m'amenaient. En ce temps, je pense qu'il y avait des événements Fan Milk et tout. Donc, on nous amenait. Je dansais tellement qu'on me proposait d'aller devant pour danser, mais comme j'étais timide, je refusais de monter sur scène. Mais bon, en grandissant, je peux dire que comment appelle-t-on, la timidité est en train de disparaître. Donc voilà, je commençais par interpréter des chants, précisément paix à son âme, des chansons de Omar B, le King Omar B. Et je pense que c'est grâce à cela que je suis monté sur scène pour la première fois. Et c'était pas chaotique. Je peux dire que j'étais un peu stressé ce jour-là, mais bon, tout a été bien quand même parce que j'avais l'envie de le faire en fait. Donc c'était passé très bien. On revient sur cette chanson-là aujourd'hui qui retrace le parcours artistique de notre artiste bien-aimé Mathilde. Quoi chanter, parce que déjà aujourd'hui je suis sur ma 6e chanson et je les aime tous. Choisis-nous donc bon, je vais chanter Planifié si vous voulez, parce que déjà j'aime bien ce qui parle de l'amour, parce que je peux dire que je suis un peu sentimental. J'aime bien. Ok, donc je veux savoir tout ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu acceptes qu'on fonde une famille à deux. Peut-être que tu penses que je suis pas ton genre de mec relax. J'apprendrai plus pour te rendre heureuse. Et tout ça pour te dire un mot. Je compte t'aimer jusqu'à ma mort. Et si on s'aime, il faut nos défauts. Notre amour tapera pas poteau. Je t'ai choisi parmi des milliers. Je t'ai choisi parmi des milliers. Tout ça pour te dire que j'ai tout planifié. T'as qu'à te confier. J'ai tout planifié. T'as qu'à te confier. C'est ça. On va quand même les ovationner sur le plateau. On dirait véritablement que ce monsieur, il est vraiment grand sentimental. Et je pense que cette dame-là qui nous suit dans cette émission doit protéger ce cœur. Parce qu'aujourd'hui, si Goumé arrive au père pour notre artiste, tu verras ce qu'on va te faire. L'occasion de poser la question si son cœur est à prendre ou pas. Ah ouais. Mon frère, réponds bien à la question. C'est pas une question de ouais ou c'est pas. C'est un cœur à prendre, c'est un cœur qui est déjà. Je suis pas encore marié. Non, c'est pas la question qu'on a posée. Le monsieur, il a été très précis dans sa question. Est-ce que c'est un cœur à prendre ou c'est un cœur déjà pris? Non, c'est pas encore pris. Donc, ok. C'est un cœur à prendre. Donc les filles. Super. Voilà. Alors, quelle est forcément la vision derrière Boss Salvador? Quels sont les projets d'avenir pour toi? C'est vrai qu'on est en train d'aller vers la fin de cette émission, mais quels sont les projets? Et si tu as un mot particulier à tous ceux qui nous suivent dans cette émission et qui peuvent soutenir ta carrière artistique, et si également si tu as des gens à saluer, à remercier sur le plateau, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup. Et mon projet d'avenir, c'est que Dieu permet à ce que nous ayons cette occasion de rencontrer des gens qui peuvent toutefois se collaborer avec nous, ces personnes déjà connues sur le plan national ou international. Parce que dans ma musique, ce que je fais souvent, c'est de passer des messages. Pourquoi pas un jour on me dit c'est Salvador ou bien Bon Salvador qui est en featuring avec le kérosène de truc là. Pourquoi Bon Salvador avec King Messan ou bien avec les Toufan. Ça serait une fierté. Et le message que j'aimerais passer, c'est que tous les artistes qui sont là, ou bien les artistes émergents, les artistes déjà confirmés, nous devons éviter de pratiquer le suivisme. Parce que la personne là, il est en train de chanter de telle manière et vraiment, ça après je dois le faire. Non, ça n'est plus sa passion. Chacun doit être original. Voilà.
Et tu dois accepter tout le monde. Le premier secret d'un artiste, c'est d'être humble, l'humilité. Peu importe ton niveau, tu peux apprendre parce que tout peut inspirer un artiste pour composer son morceau. C'est un peu ça. Donc, je fais appel aux promoteurs culturels et aux grands réalisateurs qui sont aussi là. S'ils voyaient nos clips et tout, ils voient des insuffisances, pourquoi ne pas nous appeler et ensemble on va voir, c'est le Togo qui gagne. Super. Donc à travers ça, je passe pour saluer mon manager et je ne peux pas appeler son nom parce qu'ils sont nombreux. Je salue aussi le personnel de cette télévision et je fais un coucou spécial à mon réalisateur Jordan B depuis Thiévier. Voilà. Et tu as oublié Toto, hein? Waouh. Tu as tout pogné à la maison. Toto, chaque fois, tu vois. Elle pose la même question pour Mathilde aussi, sa perspective d'avenir. Déjà, ma vision, elle est assez grande. Mais bon, mon projet tout de suite, je vais dire que je suis en train de lancer un nouveau morceau. Et c'est en feat avec Scala Rapa. Titre épayé, histoire de bien passer le moment de fête de fin d'année. Du coup, je vais inviter le public, tous les téléspectateurs de suivre. C'est déjà sur TikTok l'extrait. Et en décembre, on va déjà lancer le clip. Donc voilà. Super. Et pour le prochain projet, maintenant pour le projet d'avenir, je pense que le grand frère a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et ce que je vais ajouter, c'est que il y a tellement de talents, il y a de nombreux talents au Togo ici, mais malheureusement ils ne sont pas encouragés. Voilà. Et j'aimerais bien que les promoteurs, les producteurs, les maisons de disques, les labels et tout, ils essaient de promouvoir notre musique parce qu'il y a tellement de travail qui se fait et je pense que ça pourra nous aider aussi à démontrer nos talents, quoi. Alors ce qu'on va faire rapidement pour finir cette émission, comment on fait pour retrouver Mathilde sur les réseaux sociaux, vos comptes, et nous encourageons, nous demandons à tous nos téléspectateurs de vous encourager en allant liker, continuer, partager vos contenus. Où est-ce qu'on peut vous trouver c'est sur quel nom? Et si vous avez aussi votre contact peut-être à partager, qui sait, ça pourra faire mouche. Allons-y rapidement. D'accord. Et vous pouvez trouver Mathilde sur YouTube. C'est M-A-T-Y-D. Oui, c'est M-A-T-Y-D. T-Y-D. Officiel sur YouTube. Et Mathilde officiel également sur TikTok. Mathilde officiel également sur Facebook et Instagram. Super. Et le numéro? Donc pour le numéro, je le donne 91 01 08 03. Oui. Super. Bon, Salvador, nous sommes à vous et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur quel nom également le contact à partager avec nous? Oui, c'est Boss Salvador, c'est partout. Boss Salvador. Super. Le numéro le 92 59 24 18. Merci. Jacob, un dernier mot? Oui, on dit merci à Dieu pour la vie de ces jeunes artistes et nous demandons à ce que Dieu les accompagne tous pour qu'un jour qu'on les rencontre sur les plus grandes scènes du Togo et puis à l'international, c'est notre souhait. Alors, le grand prophète et le pasteur a donné donc les mots de fin de cette émission. Et chers téléspectateurs, nous sommes dans l'obligation de vous dire merci. Merci donc à Mathilde, merci également à Boss Salvador, merci à Jacob, merci également à toute l'équipe de réalisation qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. Appelez-moi Coco à Bozomevi. À très bientôt. Au revoir. Très bientôt.